En 1767, Côme, 12 ans, ayant refusé de manger des escargots à la table familiale, s'installe dans les arbres. Le barreau, son père, l'abbé Fauchelevent, son précepteur et bien d'autres tentent de l'en faire descendre. En vain. Un gentilhomme est un gentilhomme, monsieur Maupert, aussi bien au sommet des arbres que sur terre. Au fil des ans, cet excentrique nullement misanthrope se forge un mode de vie fort acceptable. Il attire la sympathie des villageois en leur signalant les feux de forêt et les loups. Ce livre a des lectures encyclopédiques, écrit un projet de constitution, poursuit une aventure galante avec une amie d'enfance, assiste à l'enlèvement de son oncle, reçoit la visite de Napoléon. À 65 ans, moribond, Côme refuse de quitter sa situation dominante, malgré les supplications de Blaise, et, s'accrochant à la corde d'une montgolfière anglaise qui passait au-dessus de son logis, disparaît en mer. C'était tout le jardin qui embaumait. Côme ne parvenait pas encore à parcourir des yeux ce désordre touffu, mais son odorat l'explorait. Il s'efforçait de discerner les arômes variés qu'il connaissait pour les avoir déjà sentis. Apportés sur les ailes du vent jusqu'à notre jardin, tout chargé du secret de la villa voisine. Il regarda ensuite les frondaisons et vit des feuilles nouvelles, certaines grandes et illustrées comme un voile d'eau, d'autres minuscules et pennées, et les trop lisses et écailleux. Il régnait là un grand silence. De minuscules roitelets s'envolèrent en criaillant, et l'on entendit une petite voix qui chantait « Oh là là, balançoire ». C'est le livre qui donne à Calvino, jusqu'alors auteur de nouvelles néo-réalistes et d'histoires de partisans puisées dans ses souvenirs de résistants, le goût du roman. Les années 50, lourdes de tensions, de la guerre froide et de la crise de la gauche européenne à laquelle Calvino appartient, lui inspirent cette fable ou ce conte philosophique burlesque qui masque une réflexion sur la participation de l'homme à l'histoire et sur la place de l'intellectuel dans la société. Il comprit que les associations renforcent l'homme, mettent en relief les dons de chacun et donnent une joie qu'on éprouve rarement à vivre pour son compte. Celle de constater qu'il existe nombre de braves gens, honnêtes et capables, tout à fait dignes de confiance. Lorsqu'on vit que pour soi, on voit le plus souvent les gens sur leur autre face, celle qui nous force à tenir constamment la main sur la garde de notre pays. Le militant que fut Calvino se reconnaît une certaine parenté avec son héros. Il se passe avec ce personnage quelque chose d'insolite. Je le prenais au sérieux, j'y croyais, je m'identifiais à lui. L'écrivain met dans ce court chef-d'œuvre ses nostalgies, ses doutes et quelques-unes de ses certitudes, à savoir qu'être vraiment avec les autres consiste à imposer obstinément aux autres et à soi-même cette singularité incommode et cette solitude de chaque cœur qui est la vocation du poète, de l'explorateur, du révolutionnaire. Pour ce livre, Côme construisit à différentes reprises des sortes de bibliothèques suspendues qu'il mettait tant bien que mal à l'abri de la pluie et des rongeurs. Il les changeait continuellement de place selon ses études et ses goûts du moment. Il considérait les livres un peu comme des oiseaux et ne voulait pas les voir immobilisés dans des cages.
N'y a-t-il pas quelque chose de Don Quichotte et de Robinson dans ce héros, cet enfant qui se révolte contre l'autorité paternelle, se réfugie dans les arbres et décide un jour de ne plus jamais en redescendre? Philosophe amoureux de la nature, amoureux tout court, il reste en prise avec l'histoire de son pays, l'histoire du monde même. En somme, il s'était laissé gagner par la fièvre des cauteurs, qui jamais ne savent que l'histoire sont plus belles, celles qu'ils ont réellement vécues et dont l'évocation ramène tout un océan d'heures passées, de sentiments délicats, félicité, dégoût, incertitude, vanité, écœurement de soi-même, ou bien celles qu'on invente, qu'on taille à larges pas, où tout semble facile, mais qui, au fur et à mesure qu'on brode, ramènent inexorablement à ce qu'on a vécu ou rencontré. C'étaient là tous leurs échanges, toutes leurs fêtes, mais sans interruption, entre la terre et les branches, s'était noué entre eux un dialogue, une intelligence d'aboiements monosyllabiques et de claquements de langue ou de doigts. Cette présence nécessaire qu'est l'homme pour le chien et le chien pour l'homme ne manquait jamais ni à l'un ni à l'autre, et ils avaient beau être différents de tous les autres hommes, de tous les autres chiens du monde, ils pouvaient bien se dire qu'en tant qu'hommes et en tant que chiens, ils étaient heureux.